journées du GERPLA, c'est à l'image de ce qui se passe dans les lieux d'accueil, c'est-à-dire une grande souplesse. Voilà, on s'adapte aux conditions et on s'adapte aussi à la nécessité que le GERPLA, c'est un groupe d'échange et de recherche. Donc, plus on est dans l'échange et plus l'esprit du GERPLA s'anime. Et aujourd'hui, on va s'animer autour d'un pilier central de l'esprit du GERPLA, qui est compris dans sa charte, hein, un fonctionnement participatif, voire autogestionnaire, de l'équipe des permanents avec une autonomie dans le choix de ses accueils. Ça, c'était pour répondre à la question des Bouches-du-Rhône. Hein. On a l'autonomie dans ses accueils. L'équipe s'impose, c'est cette phrase-là que l'on va animer aujourd'hui. L'équipe s'impose un travail régulier de supervision avec un professionnel extérieur, ainsi qu'un travail de régulation des rapports entre permanents. Ce travail de supervision, il est partie prenante quand on adhère à la charte du GERPLA, on adhère à ce qui est proposé dans cette charte du GERPLA. Donc, on demande à tous les adhérents au GERPLA de se soumettre, ce ne serait pas un bon mot, mais de se prêter, de se confier à un travail où on va bien se connaître pour mieux reconnaître l'autre. Ce travail que l'on appelle la supervision. C'est pourquoi j'attendais Sandrine, parce que c'est Sandrine qui a trouvé cette jolie phrase, la supervision de la connaissance de soi à la reconnaissance de l'autre. Et donc je vais laisser dans un premier temps nos trois intervenants, Carole, dans l'ordre d'apparition de ma elle, voilà, c'est Carole. Agnès, qui est arrivée du haut de quel endroit tu arrives, Agnès, déjà ? De Paris, c'est ça ? Et Agnès arrive par l'entremise d'une... Comment dire ? D'une compagne, d'une partenaire, c'est pas une partenaire, mais une compagne des lieux de vie d'accueil et du GERPLA en particulier, qui était présente pendant de longues années auprès de nous, Hélène Cornière. Hélène, elle est journaliste de métier et elle a longtemps été dans une association. Tu me rappelles dans quelle association elle était ? Bon. Elle était dans une association de regroupement d'aide sociale à l'enfance. Comment elle s'appelait cette association ? Peu importe. Elle était journaliste là-dedans. Il est hyper intéressant, ça a mélangé à la fois des directeurs départementaux et compagnie, et pour faire le spectre. Et de l'autre côté, des assistantes maternelles. C'est ça. Voilà, qui est un mélange de tous ces trucs. Et ça a tenu vachement longtemps et puis les histoires. Et donc elle accompagnait avec nous, et malgré qu'elle soit plus avec nous maintenant, elle téléguide des gens comme ça qu'elle mène vers le GERPLA, et c'est comme ça qu'Agnès est arrivée à point nommé au moment où on cherchait des intervenants pour animer cette journée. Voilà. Donc Agnès et Carole et Rodrigo Perinetti, vous avez reconnu qui il était, bien sûr, il est au milieu des deux superviseuses. Voilà, ils vont tous les trois. Moi j'aime bien quand le féminin le remporte sur le masculin, donc elles vont toutes les trois animer la matinée autour d'une intervention d'abord qu'ils vont faire chacun pour nous présenter leur abord professionnel de cette place de superviseur dans une équipe de lieu d'accueil. Ou pas d'ailleurs, parce que Agnès, je crois que c'est pas dans un lieu d'accueil que tu exerces. Et puis dans un deuxième temps, on va débattre ensemble, on va échanger avec les intervenants. Et cet après-midi, on vous proposerait de se mettre dans une supervision professionnelle, mais entre membres de différentes équipes des lieux d'accueil, sans que ça représente un caractère obligatoire. Pour une bonne raison, il ne faudrait pas que ça ait un caractère obligatoire, parce qu'une supervision au-delà de 10 à 15 personnes par groupe, ça va être compliqué. Donc ceux qui veulent se confier à cette supervision, eh bien, on proposerait, enfin les trois collègues proposeraient qu'il y ait une liste une liste papier où on peut s'inscrire
Et lorsque l'on est 15 dans un groupe, eh bien, on passe au groupe suivant. Et puis ceux qui ne veulent pas venir, eh bien, je propose que l'on fasse non pas une supervision, mais qu'on continue sur le thème de la supervision avec une animation collégiale ou collective, je ne sais pas comment on l'appellerait. Voilà ce que je vous propose pour suivre l'après-midi. Est-ce que ce programme vous convient a priori? Ça va? Très bien. Bien. Eh bien, la parole est à la supervision. Ah, oui. Donc, j'ai été obligé de démarrer l'intervention. Bien. Donc, ce que je vais vous proposer, je vais me présenter tout d'abord, et ensuite je vais vous relater en fait le travail que j'ai préparé pour ce matin, qui va vous sembler peut-être un petit peu scolaire, mais il me semblait important que les personnes qui sont en création de projets comprennent ce que c'est qu'une supervision, voire une analyse de la pratique, voire une régulation d'équipe. D'accord ? Donc, pour ma part, avant d'être psychanalyste, j'ai été infirmier diplômé d'État depuis 17 ans. Ensuite, j'exerce en tant que psychanalyste en cabinet libéral en Gironde, à Saint-Ysan-de-Soudiac. Je travaille avec des enfants, des adolescents, des adultes et des couples. Je fais des supervisions depuis 2015 en milieu associatif. Vous m'entendez bien? Ça va? En milieu associatif et dans le privé. Sciemment, je ne travaille pas dans le public. Avec en fait des équipes qui travaillent avec la petite enfance, dans le paramédical et dans les soins à domicile et autres, etc. Je fais aussi des débriefings post-traumatiques en entreprise et collectivité. Je suis formateur à la clinique psychanalytique à l'Institut Freudien du Sud-Ouest. Je participe à des ateliers petite enfance au sein d'un pôle de santé pluridisciplinaire, qui est le pôle de santé pluridisciplinaire de Saint-Savin, où on travaille sur des thèmes comme la parentalité, avec les enfants de moins de 1 an. Des thèmes de parentalité, les caprices, les colères, la fratrie, etc. Nous organisons aussi un colloque annuel sur la parentalité avec une sage-femme. Je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Formarec, qui est à Talence, où nous proposons des formations et nous faisons de la recherche en psychiatrie, en soins infirmiers et en éducation. Par exemple, le prochain colloque que va faire cette association en 2020, en janvier 2020, ça rejoint un petit peu ce qu'on travaille aujourd'hui au niveau de la supervision, c'est malaise dans l'institution et souffrance au travail, des essais de réponse. Et je suis, en tant que psychanalyste, membre d'une fédération qui est la Fédération freudienne de psychanalyse. Voilà, c'est pour que vous ayez un petit peu mon CV. Donc, j'ai intitulé mon intervention « Supervision, analyse de la pratique ou des pratiques, régulation d'équipe, pourquoi faire et pour qui ». Donc, ce que je voulais déjà introduire, c'est replacer un petit peu la supervision un peu historiquement. En fait, les supervisions d'équipe sont documentées en France depuis les années 50, à peu près, surtout dans le champ du social. Alors, en ce qui me concerne, c'est-à-dire en psychanalyse, les supervisions existent depuis la création de la psychanalyse, même s'il faut préciser en fait qu'elles sont de 2 ordres. Vous avez une supervision individuelle qui est obligatoire pour tout psychanalyste. Donc tout analyste doit travailler sur ce qu'on appelle son contre-transfert ou les problématiques en fait qu'il rencontre tout au long de sa pratique clinique. Et il existe une supervision groupale qui se fait en fait en présence d'un groupe de psychanalystes où en fait un analyste présente un cas clinique à ses pairs. Et en fait, pour être plus précis, en fait, les supervisions en psychanalyse, elles sont post-freudiennes puisque historiquement, Freud avait des fameuses réunions du mercredi et qui étaient en fait des échanges théoriques, ce n'était pas encore de la supervision. De nos jours, la supervision en fait, des équipes dans les champs du médico-social éducatif est assez répandue. Elle se pratique en fait soit en institutions publiques, privées ou associatives. Pour définir un petit peu le terme de supervision, c'est tiré du mot anglais, alors excusez-moi mon accent, to supervise, et du latin videre. Et en fait, la définition du dictionnaire, si vous regardez que signifie supervision, le Larousse vous dit la supervision, c'est le contrôle qu'exerce celui qui supervise. Ce qui n'est absolument pas le cas dans ce qui nous concerne.
Alors pour nous, il s'agirait plutôt d'une supervision, en 2 mots. Supervision, séparée. C'est-à-dire de porter un regard distancié sur une situation, une problématique, en fait, pour mieux en cerner les enjeux, les tenants et les aboutissants, si cela s'avère nécessaire. D'accord ? Il n'y a pas une obligation de toujours tout comprendre. Ensuite, il est associé 2 autres pratiques que sont l'analyse de la pratique ou des pratiques et la régulation d'équipe. L'analyse de la pratique, elle se centre plutôt sur les savoirs professionnels. La régulation d'équipe, a plutôt pour objectif de travailler sur les tensions des équipes pour favoriser un travail plus dynamique. Nous allons revenir ultérieurement sur ces différentes pratiques, supervision, analyse de la pratique et régulation d'équipe. Alors, nous aurons à nous interroger si cela est possible en fait de travailler toutes ces pratiques en même temps lors d'une même séance de supervision. Et sinon, comment faire des liens, des passerelles, des espaces transitionnels entre ces différentes pratiques pour une même équipe si nous les dissocions. Certaines équipes font le choix de faire une supervision, à d'autres moments de l'analyse de pratique et à d'autres moments de la régulation d'équipe. Cela nous amène tout naturellement en fait, à nous interroger de l'utilité, de la nécessité de se soumettre. Alors je choisis sciemment le mot soumettre, d'accord, parce qu'au départ, quand les personnes arrivent en supervision, se sentent un peu obligées lorsque c'est un projet d'équipe ou d'institution. La nécessité de se soumettre en fait en tant qu'équipe à l'une ou à toutes ces pratiques. Et en fait, au fond, une question cruciale émerge. Qui doit se soumettre ou bien investir une supervision? Ce qui est un nouveau mot. Est-ce qu'on se soumet à une supervision ou est-ce qu'on investit une supervision? Alors, tout au long de cette présentation, c'est sur ces 2 questions fondamentales que nous allons en fait naviguer et non pas cliver, non pas couper les choses. Pourquoi et pour qui? Nous ne devons pas omettre d'interroger en fait la qualification du superviseur qui va conduire cette supervision. Ce qui nous porte à nous interroger sur quel superviseur choisir et qui le choisit. Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est les 2? Parce que tout ça aura du sens à un moment donné dans le travail qui va se faire. En tant que psychanalyste, je pratique la psychanalyse en partant du principe de l'existence de l'inconscient et du transfert chez tous les êtres humains. Sinon, je ne ferai pas de psychanalyse. La psychanalyse se pratique individuellement, en cure analytique ou en thérapie analytique, mais aussi avec des groupes, des couples, des familles. Tout ce travail se déroule dans un cabinet. En tant que superviseur, le psychanalyste quitte son cadre pour en investir un autre, où il n'est plus un psychanalyste avec divan, comme le dit Racamu. Et comme le précise André Green, c'est quelqu'un qui pratique la psychanalyse et qui essaie de trouver le moyen de profiter de ce qu'elle peut apporter dans les champs qui ne sont pas celui de la cure proprement dite. Il ne fait pas de psychanalyse, il fait un travail de psychanalyste hors cadre. Donc ça vous précise ce que je travaille un peu lorsque je fais de la supervision en tant que psychanalyste. Alors revenons sur la supervision, l'analyse de la pratique, la régulation d'équipe. Alors, quels que soient en fait les objectifs qui sont recherchés dans une supervision, elle est avant tout un espace de parole où tous les membres de l'équipe peuvent se dire, exprimer quelque chose de leur pratique au quotidien, des vécus transférentiels et contre-transférentiels, avec les enfants, les usagers, les personnes soignées, etc. C'est un lieu où se tisse, se noue, s'élabore et se joue une constellation transférentielle. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont là vont construire quelque chose. C'est un lieu, un espace où le superviseur doit protéger la parole. Car comme il n'existe pas une pensée unique, il n'existe pas une seule parole. Il n'existe donc pas une seule parole et non plus un seul chemin pour cheminer. À chacun son cheminement avec son propre chemin, même dans le cadre d'une supervision, même lorsqu'on fait partie d'une équipe et même lorsque nous avons un public commun avec lequel nous travaillons.
Donc peut-être que le rôle principal du superviseur et des participants est de maintenir une parole vivante, une parole qui compte, ce qui est dit est dit. L'analyse de la pratique, elle doit s'atteler à analyser les savoirs professionnels, c'est-à-dire qu'un participant amène une interrogation qui en fait est partagée avec le groupe, qui se questionne avec ce participant sur la pratique évoquée. Il est supposé que celui qui évoque cette question, cette problématique, en fait le vit difficilement, et donc il cherche des solutions, entre guillemets. Donc elle vise à prendre en fait de la distance avec son travail, pour par exemple prévenir l'épuisement professionnel. La régulation d'équipe, elle cherche plutôt à atténuer les conflits en les verbalisant, donc dans l'équipe. Et l'objectif en fait semble clair en apparence, qui serait en fait d'améliorer la collaboration et de travailler en synergie. Alors, cependant, en fait, même si surtout les institutions publiques, elles scindent les différentes pratiques, en fait, c'est très important de se questionner sur cette séparation. Si une équipe décide de séparer ces différentes pratiques, elle doit lui donner du sens à cette séparation. Et surtout faire des liens. Donc la supervision est souvent un lieu qui se prête à une analyse de la pratique, à une régulation d'équipe. Et nous devons garder à l'esprit que les conflits psychiques sont dans la plupart du temps, et des cas, inconscients, et qu'ils émergent lors de ce type de pratique. Ils émergent dans une supervision. Alors, est-ce qu'on doit censurer un participant parce qu'on n'est qu'en analyse de pratique et pas en régulation d'équipe? Vous voyez, la question reste entière. Donc, c'est pour vous aider à réfléchir dans vos futures pratiques lorsque vous aurez à décider ce que vous voudrez mettre en place. Et en fait, ces lieux de supervision sont aussi des lieux de formation. Parce que selon les structures, petite enfance par exemple, il y a souvent une demande de la part de l'équipe d'avoir de la formation théorique pour justement appréhender des cas cliniques qui sont exposés. Donc tout cela nous conduit à la réflexion suivante: à quoi ça sert et est-ce que c'est pour tous les membres de l'équipe? À quoi sert une supervision? Est-ce que tous les membres de l'équipe doivent y participer? Dans la plupart de mes expériences, les équipes qui font appel à un superviseur, elles le font lorsqu'elles rencontrent des difficultés majeures ou qu'elles se trouvent dans des impasses. Ce n'est pas forcément réfléchi en amont. Cependant, pour d'autres équipes, la supervision fait partie de leur fonctionnement, de leur ADN. Soit parce que c'est historique dans la structure et donc ils y tiennent. La supervision fait partie de la vie de l'équipe, ou bien en fait après réflexion, elles l'ont inscrit dans leur projet de service et de fonctionnement. Cela signifie qu'elles ont compris que ce travail fait par un intervenant extérieur est primordial. Mais pourquoi en fait c'est primordial? Eh bien parce que nous sommes des êtres psychiques et sociaux. Nous avons dans notre psychisme un inconscient qui agit à notre insu, en tout lieu, en toutes circonstances, et qui ne connaît pas la notion du temps. Dans nos relations aux autres, nous transférons positivement ou négativement, nous nous identifions aux autres et ils s'identifient à nous, et tout cela se passe à notre insu. Dans toute relation humaine se produisent ces phénomènes, mais d'autant plus lorsque nous sommes dans des situations de soins, d'éducation, d'accompagnement, avec des publics qui sont fragilisés dans leur parcours de vie, où nous sommes en position de suppléer une mère, un père, ou tout simplement d'être un adulte disponible pour accueillir une parole. Donc arrêtons-nous un instant sur cet inconscient atemporel. Nous avons tous, vous et moi, des histoires, des parcours de vie singuliers, particuliers, et personne n'a traversé son développement psychique sans aucun traumatisme. Personne ne s'est absous de la souffrance inhérente à l'être humain. Aucun être humain n'est assez distancié avec son vécu pour prétendre pouvoir vivre sereinement toute situation qui se présente à lui. Cette atemporalité de l'inconscient fait le lit de toutes ces situations où nous allons rejouer nos traumatismes infantiles
Nous confronter à nos angoisses les plus profondes et peut-être les plus dures, car l'autre, cet autre, qui entre en relation avec moi, fait des effractions dans mon moi. Lorsqu'il se questionne, je me questionne. C'est l'une des bases de l'empathie. Alors comment faire lorsque je suis, par exemple, infirmière et qu'un patient me déverse ses angoisses de mort? Je ne peux que me défendre contre ces angoisses. Soit j'ai fait un travail personnel, donc j'ai visité mes propres angoisses de mort, et l'écho que l'autre produit en moi s'atténue. J'arrive à prendre du recul, un peu de distance. Soit je fais comme je peux, et je déverse mon agressivité sur cet être qui me déstabilise. Et enfin, soit je le travaille en équipe avec un superviseur pour que peut-être émerge en moi un positionnement qui ne me déstabilise plus autant et qui soit plus professionnel. Comment pouvons-nous penser que nous serions clivés, c'est-à-dire scindés, coupés, entre ce que je suis, mon être, et le professionnel que je crois être, mon savoir-faire? Alors, le travail d'une telle supervision serait peut-être de clarifier ce qui est du travail psychique personnel, c'est-à-dire ce que moi j'ai à travailler en dehors de cette supervision, et du travail institutionnel, ce que j'ai à travailler dans la supervision. Car ce qui serait à mettre en perspective, c'est un travail de la situation vécue. Sinon, comment peut émerger le professionnel? Comment peut-on atténuer le flot de souffrance? Je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple dans un lieu d'accueil où vous avez un enfant psychotique qui transférerait sur un accueillant ses angoisses de morcellement et qu'il réactive les mêmes angoisses chez l'adulte, car il existe un reliquat chez tout un chacun des différents stades du développement psychique. Comment cet accueillant peut vivre et cerner la situation? Peut-être que sa formation, il est peut-être psychologue clinicien, il est peut-être éducateur, il a quelques bases en psychologie, lui permet de comprendre ses mouvements psychiques, mais en aucun cas un apport théorique ne vous prépare à l'expérience et au vécu d'une telle situation. Ce même enfant dépose dans chacun des accueillants une partie de lui, ce qu'on appelle en psychanalyse diffracté, c'est-à-dire il met un petit morceau de son moi chez les uns et chez les autres. L'équipe entre en conflit. Pourquoi? Car chacun des membres ne vit pas le même enfant. Ils ne sont pas d'accord, ils se disent non mais attends, il n'est pas du tout comme ça, toi tu dis qu'il est comme ça, mais en fait non, avec moi il est comme ci, il est comme ça. D'accord? Et en fait, c'est bien un superviseur, s'il est clinicien c'est encore mieux, extérieur, qui pourra rassembler tous les morceaux du puzzle et permettre à l'équipe de se saisir de tous les aspects qui constituent l'enfant dans son entièreté. Parce qu'en fait, c'est le même enfant, mais il est psychotique. Donc il a diffracté chez l'un et chez l'autre un petit morceau de lui, mais en fonction de ce que vous lui avez permis aussi d'identifier en vous et de projeter en vous. Ce sont des phénomènes en fait qui sont très fréquents en institution et ils ont été théorisés par Penaud, si ça vous intéresse, et il parle ça en termes de diffraction du transfert. Et en fait, il n'y a pas que l'enfant qui diffracte en vous, puisqu'il dit bien que ce sont les parties déniées du patient et de sa famille qui vont être projetées sur les membres de l'équipe. Donc ça complexifie les choses. Non seulement c'est l'enfant qui projette en vous, mais c'est aussi sa famille. Mais il y a aussi en fait Mises qui a travaillé l'autre partie, ce sont ce qu'on appelle les contre-attitudes des soignants, des collaborateurs, qui sont induites en fait par l'enfant, le rejet de l'enfant. On ne sait pas pourquoi cet enfant nous énerve. Donc voici quelque chose d'intéressant. En fait, on pourrait se poser la question, serait professionnel celui qui prend conscience de ses contre-attitudes et qui peut faire autrement que se défendre agressivement contre les projections de l'enfant? Si une supervision est faite en fait pour l'équipe, il est nécessaire de savoir qui fait partie de l'équipe.
Puisqu'on va s'interroger dans certaines équipes en disant oui, mais bon, la cuisinière, peut-être pas. Est-ce que tu peux redonner les références? Les deux auteurs dont tu as parlé, est-ce que tu peux les répéter? Je peux vous donner, si vous voulez, après une bibliographie. Sinon, c'est Penaud et Mises. Merci. Il y aura les actes du GERPLA qui reprendront toutes les interventions. Ça reste dans le thème. Oui, d'accord. Donc, nous étions à s'interroger qui fait partie de l'équipe en fait. Alors, pour ma part, ah oui, c'est vrai, à la cuisinière, est-ce qu'elle en fait partie? Donc, pour ma part, il me semble que nous pouvons distinguer en fait dans une équipe différentes fonctions et différentes compétences. C'est vrai. Mais pour ma part, font partie de l'équipe toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants. Le chauffeur, le cuisinier, l'éducateur, le psychologue, etc. Il est primordial en fait de tenir compte de la singularité des lieux de vie et d'accueil. Dans un lieu de vie sont présents différents acteurs. Du moment où leur fonction les met en contact avec un enfant, quelle que soit la fonction, ils font partie de l'équipe. Ils sont tous susceptibles d'être mis en position de famille de substitution ou d'objet d'identification par l'enfant. Si vous n'êtes pas en contact, si vous êtes dans un bureau et que vous ne voyez jamais les enfants, vous faites partie d'une équipe plus élargie, mais qui n'est pas celle qui travaille avec les enfants. Donc, peut-être que votre place en supervision est questionnable. Mais encore, c'est pas certain. Pour conclure, avant de mettre en place une supervision, doit se poser la question de la demande. L'équipe entre en réflexion pour donner du sens à son engagement. C'est un engagement vis-à-vis d'elle-même en tant qu'équipe et de tous les membres, et aussi vis-à-vis du superviseur. Pour ma part, en tant que superviseur psychanalyste, il y aura un entretien préalable avec l'équipe. Il faut que moi aussi j'ai le désir de travailler avec cette équipe. Si je ne l'ai pas, je ne travaillerai pas avec l'équipe. Et c'est réciproque. C'est très important. Il est important de définir en fait les personnes qui feront le choix du superviseur. Est-ce que c'est la direction, est-ce que c'est l'équipe, ou bien les deux qui sont chargés de cette mission? Ça aussi c'est très important. C'est peut-être plus simple de travailler avec un superviseur que l'équipe a choisi qu'un superviseur imposé. Donc là, on se soumet à une supervision, on n'est pas forcément en train de l'investir. Pour reprendre les mots que j'avais donnés au début de mon intervention. Lorsque le superviseur est choisi, celui-ci, après avoir entendu quelque chose de la demande, parce qu'on n'entend toujours que quelque chose, la demande va évoluer avec le temps, il propose un cadre théorique et pratique. Le cadre est très important, car il a une fonction contenante. Les expériences professionnelles sont parfois très lourdes, et chaque participant doit se sentir suffisamment contenu pour que la parole puisse advenir, circuler, et d'éviter son aliénation, éviter qu'on soit dans la folie, tout simplement. Le superviseur peut établir un contrat verbal et écrit avec l'équipe qui s'engage à le tenir, comme par exemple, dans ma pratique, inspiré des groupes Balint, donc Michael Balint, les groupes Balint, il est demandé pendant la séance d'avoir une spontanéité dans la narration, d'associer librement, de respecter la parole des autres sans évaluation ni jugement, de respecter la confidentialité. Ce qui est dit, mais ça reste dans le cadre de la supervision et pas en dehors de la supervision. Dans le contrat établi, sont aussi spécifiées la durée de la séance et sa périodicité. Les membres de l'équipe devraient tous être présents lorsqu'il s'agit d'un projet institutionnel. Lorsque cela se fait sur la base du volontariat, ça existe, comme dans certaines structures, s'interroger sur la notion même d'équipe lorsque l'on s'exclut de ce type de travail, pour moi, ne serait pas une perte de temps. Mais qui pourrait se passer d'un tel travail lorsqu'il s'exprime avec son humanité auprès d'autres humains? C'est un outil qui permet non seulement de cheminer professionnellement, mais aussi personnellement, car personne ne sort indemne d'une rencontre. C'est bien de cela qu'il s'agit, de rencontres psychiques entre êtres humains avec ce qui les constitue, car toute effraction,
si douloureuse soit-elle, faite par l'autre, en moi, nous amène, nous, lorsque nous la travaillons, à grandir, à renforcer notre équilibre psychique. Donc, la supervision est un moyen crucial pour prévenir les souffrances au travail, enrichir son rapport à soi et à l'autre, à être dans la rencontre et non plus dans la défensive, à donner du sens à ses actes, les rendant ainsi professionnels la plupart du temps. La majorité des actes et des paroles ne sont plus faits ou dites comme ça. C'est bien la part la plus consciente du sujet qui s'exprime en tant que professionnel en ayant un certain recul. Ces réflexions en supervision ouvrent les portes du désir et permettent de prendre du plaisir à travailler. C'est un mot fort, du plaisir à travailler. Par extension, elle permet de souder, de dynamiser une équipe, de faire corps. C'est un lieu, un espace, un temps de soutien pour les professionnels, en favorisant l'analyse en profondeur des situations vécues et en permettant les décharges émotionnelles. Elle amène à prendre conscience des obstacles et des freins rencontrés dans les situations évoquées, tout en mobilisant les ressources personnelles, mais aussi collectives de l'équipe. Enfin, une équipe peut opter pour une supervision avec analyse de la pratique, de régulation, de formation, c'est-à-dire de ne pas distinguer ou différencier ou dissocier les différentes pratiques énoncées. Pour autant, certaines équipes vont faire le choix de l'une ou de l'autre, peu importe. Du moment que ce choix a été travaillé et a du sens, cela constitue une base de réflexion pour faire avancer les lignes. Je dirais enfin, une supervision, c'est presque un geste de survie pour une équipe et les membres qui la constituent. Et je terminerai par cette phrase, c'est l'envie de rester dans la vie. Je vous remercie. Je me rends compte que selon les lieux et selon même les structures, ça interfère, mais on n'appelle pas ça du tout de la même manière, quoi. Alors, je ne sais pas si on se trompe sur la dénomination, si tu pouvais revenir en fait sur la différence entre une analyse des pratiques et une supervision. La régulation, ça me parle. Mais... Alors l'analyse de la pratique ou l'analyse des pratiques, enfin peu importe la dénomination, ça dépend des lieux, c'est de travailler sur les savoirs professionnels. Je suis éducateur, moniteur éducateur, je travaille avec tel type de population. Voilà les outils que nous utilisons pour travailler avec ces personnes. C'est cela que tu interroges dans l'analyse de pratique. Je suis infirmier, je fais des injections, je vais interroger la pratique de l'injection par exemple. D'accord ? La supervision, c'est un espace de parole. Là peut être amené, on peut partir de n'importe quoi. Il fait beau aujourd'hui, j'ai mal dormi, peu importe. Parce qu'à un moment donné, on va faire le lien avec l'équipe. Et ça peut, justement, englober une analyse de pratique. On peut partir sur une analyse de pratique et aller complètement dans quelque chose de l'ordre de la supervision. La supervision, il faut vraiment t'imaginer que tu as un regard, tu prends comme une certaine hauteur sur ta pratique, sur tes réflexions, sur le sens que tu donnes à ton travail, etc., etc. C'est beaucoup plus large. Oui. Par rapport à notre pratique à nous, on a un espace d'analyse de pratique, un espace de supervision, un espace de régulation. L'espace de régulation, c'est ce que tu dis, c'est les tensions qu'il peut y avoir dans l'équipe, apprendre à mieux se connaître, à plus se respecter, etc. La supervision, c'est plus ce on accueille un jeune, ce que dans la relation avec lui, ce que c'est le transfert contre transfert. Enfin, je suis pas très douée dans tout ce... Mais c'est plutôt ce que ça nous renvoie et le conflit que ça crée à l'intérieur de nous et comment on peut mettre tout ça sur la table, ce que ça renvoie à chacun. Et l'analyse de pratique, c'est plus expliquer un jeune, on l'accueille, une mère-enfant, et plutôt quels outils, comment on gère cette situation, mais sans vraiment parler de nous à ce moment-là, ce que ça nous fait sur nous, c'est vraiment séparé. En fait, ce que tu proposes, c'est que dans la supervision, tout ça peut se retrouver.
Je pense. D'accord. À moins qu'on ait une forte capacité à tout mobiliser. Oui, après on peut pas. Voilà. Mais- Pour ma part, on travaille toujours avec, on travaille avec soi-même. Ouais. Donc, effectivement, on peut définir un cadre. Si chaque temps, en fait, le cadre est totalement défini, comme vous disiez, Ouais. dans l'analyse de pratique, on ne va pas parler de soi. Donc, si ça c'est défini, mais mais en même temps, c'est bien de soi qu'on est en train d'amener, c'est sans regard sur, voilà. Mais on peut effectivement, si on a un cadre très bien défini, mais Après, ça dépend de l'intervenant, quoi. oui. Ce dans quoi il se sent. Si vous voulez, dans mes expériences, les demandes, surtout dans l'institutionnel public, là c'est très scindé. Là c'est très codifié, scindé, la demande de la direction est très précise. Pour ma part, ça ne me correspond pas, parce que je ne vois pas comment à un moment donné l'être humain pourrait se cliver et... Vous voyez, je prends un exemple, je sors complètement du cadre, c'est comme si vous me disiez, quand je rentre dans mon lieu d'accueil, j'ai laissé toute ma vie derrière moi, je suis 100% professionnel. Voilà, pour moi c'est du même ordre. Vous voyez? Et je pense que ce professionnel. je pense que tout est entremêlé. Après, effectivement, on peut créer des cadres très spécifiques où ça peut fonctionner éventuellement. Après, ça dépend de l'intervenant. Ce dans quoi il est à l'aise et ce sur quoi. Je sais qu'en analyse de la pratique, dès que ça touche sur le plan personnel, elle nous accompagne très bien sur la situation. Après, voilà. Peut-être qu'elle ne peut pas vous accompagner sur le plan personnel. D'accord, oui. J'aurais une question, je voudrais savoir un peu par rapport à la durée. Alors, on parle de cadre, on parle de désir d'équipe, d'entrer dans une démarche. Maintenant, je voudrais savoir un peu comment on peut poser dans la durée, comment on peut investir justement un thérapeute en disant c'est avec lui qu'on va partir sur une longue durée. Je veux savoir un peu comment on envisage les choses dans le temps. Alors c'est une très bonne question, peut-être que mes collègues... Alors pour ma part, je vais vous expliquer comment moi je fonctionne. On me propose souvent des contrats sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi je dis non. Je pars toujours sur 1 an renouvelable. Parce que pour moi c'est une question de désir. Donc le désir peut être là dès le départ parce qu'on fait un entretien préalable, 2 avec l'équipe et puis on se dit tiens, l'équipe se dit on a envie de travailler avec ce thérapeute. Le thérapeute aussi, le psychanalyste se dit d'accord, bon, mais en même temps, au bout d'un an, on peut dire bon, le désir n'est plus là, ou à un moment donné, ce que peut vous renvoyer le superviseur, vous avez l'impression que ça ne vous fait pas avancer, donc vous voyez, c'est ce que vous allez y trouver en fait. C'est à peu près la même chose. Alors, il faut faire un distinguo, hein, ce n'est pas une thérapie de groupe. Hein. Une supervision n'est pas une thérapie de groupe, même si on va vous faire travailler sur vous, d'accord? Parce que ce qui est important, vous devez avoir à l'esprit que, bien évidemment, on met toujours de la distance. Je décris une situation où je suis mal à l'aise, je vais toujours mettre de la distance en disant mais cet enfant ceci, cela, les difficultés, c'est la structure, c'est le cadre, etc. Mais en interrogeant en fait votre vision des choses, votre ressenti, votre vécu, c'est là où on va pouvoir vous aider vous, en tant que professionnel, parce que même si vous êtes 10 éducateurs, vous êtes 10 êtres humains différents. Même si vous avez exactement la même formation, vous êtes à la même école, les mêmes professeurs, tout ce que vous voulez, c'est à travers vous et c'est avec ce que vous êtes, dans ce que vous allez évoluer en vous, vous voyez, on va faire une analyse, une psychanalyse, et en 2 ans, c'est plié, c'est terminé. Ben, je vous assure que non, parce qu'il y a des personnes qui auront besoin de 10 ans, et il y a des personnes qui auront besoin d'1 an, et qui auront suffisamment, eux en tout cas estimé qu'ils ont suffisamment évolué pour arrêter et pour retrouver la vie en général.